Bonjour à tous et bienvenue dans Los Spoilos Hermanos. Aujourd'hui, on va poursuivre le questionnement sur l'empathie qu'on avait amorcé avec Heavy Rain et The Last of Us, mais en s'intéressant moins cette fois-ci au dialogue ou à l'animation des personnages qu'à la gestion de la caméra. Et pour ça, on va prendre comme exemple Deus Ex Human Revolution, un jeu qui a été développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix, et qui est sorti sur un peu toutes les consoles en août 2011. C'est un FPS, c'est-à-dire un jeu de tir à la première personne, mais dans lequel on va trouver plein d'emprunts aux jeux de rôle ou aux jeux d'infiltration. Il s'agit du troisième opus de la saga Deus Ex, et c'est un antépisode des deux premiers. Alors attention mesdames, messieurs, car aujourd'hui on va vous divulgacher Deus Ex Human Revolution. Adam Jensen est un ex-SWAT devenu chef de la sécurité pour Sarif Industries, une boîte qui, en 2027, fait des recherches pour créer des prothèses bioniques pour améliorer le corps humain qu'ils appellent des augmentations. Sarif Industries est attaqué par des bandits, Adam Jensen est à l'article de la mort et sa copine est tuée. Ce qui nous fait un joli cas de femme dans le réfrigérateur. De femme dans le... La femme dans le réfrigérateur est un procédé scénaristique cliché qui consiste à priver un personnage féminin de certaines de ses capacités, à le blesser ou même à le tuer, pour les seuls besoins de l'intrigue et généralement pour fournir la vengeance comme motivation à un personnage masculin. L'expression Woman in Refrigerators a été inventée par Gail Simone en 1999 et vient des comics puisqu'elle fait référence au numéro 54 de Green Lantern, dans lequel on voit le héros rentrer chez lui pour découvrir que sa petite amie a été assassinée et enfermée dans un frigo. Depuis, l'expression s'est généralisée à la pop culture dans son ensemble et on retrouve ce cliché sexiste un peu partout, y compris bien sûr dans les jeux vidéo. Max Payne, Deus Ex et God of War ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Ce trope n'est finalement qu'une version plus violente de la figure de la demoiselle en détresse, qui consiste à placer un personnage féminin dans une situation dont elle est incapable de se sortir sans l'aide d'un personnage masculin, sauf qu'ici le but n'est pas de la libérer des griffes de son ravisseur, mais de venger sa mort soudaine, violente et injuste. Dans les deux cas néanmoins, ces figures féminines ne sont pas considérées comme des personnages à part entière avec leur propre développement, ils ne sont que des mécanismes narratifs, des pirouettes scénaristiques, des colifichets permettant le développement d'un personnage masculin. La femme dans le réfrigérateur n'a pas de rôle à jouer dans le déroulement de l'histoire, elle n'est qu'un objet prétextant le début d'une compétition qui se déroulera entre hommes. Notons enfin, comme l'a écrit Gail Simone elle-même, qu'en pointant du doigt un tel cliché, il ne s'agit pas de blâmer telle histoire ou tel auteur, mais plutôt de relever une tendance plus ou moins inconsciente et de la questionner. En effet, il est important de se demander d'où vient ce cliché, quelle est sa signification, ce qu'il dit de nos représentations mentales et comment il les influence. Il peut être nécessaire aussi de se questionner sur ses conséquences, puisqu'en perpétuant de tels clichés, on vient alimenter le sexisme. Et enfin, il est évident qu'aimer une forme d'expression, comme les jeux vidéo, ne doit pas nous empêcher d'en critiquer les aspects les plus pernicieux, dans le but de l'améliorer. Merci. Donc, Adam, qui était pourtant contre les augmentations, est évidemment sauvé grâce à ces technologies et se réveille en surhomme, bien décidé à retrouver les coupables du meurtre de sa copine. Après 6 mois d'arrêt, Jensen reprend le travail et est envoyé dans une usine prise en otage par des terroristes venus voler le Typhoon, une augmentation dévastatrice destinée à l'armée. Adam sauve les otages et sécurise le Typhoon. Mais au cours de sa mission, il croise un des terroristes en train de pirater le système informatique de l'usine grâce à des implants cérébraux. Le pirate est pris d'une crise étrange et se tire une balle dans la tête, visiblement contre sa volonté. Fait d'autant plus étrange que les terroristes en question sont des activistes anti-augmentation d'un groupe nommé Pureté Absolue. Jensen récupère le relais neural du terroriste en question à la morgue et le confie à Frank Pritchard, le responsable de la sécurité informatique de Sarif Industries, qui l'examine et déduit que les actions du terroriste étaient contrôlées à distance par un pirate informatique manifestement très doué. Le signal du pirate provenait d'une usine désaffectée près de Détroit. Sur place, Jensen découvre des installations secrètes de la FEMA, l'organisation chargée de prévenir les secours en situation d'urgence aux États-Unis, occupée par des mercenaires. Ces mêmes mercenaires qui ont attaqué Sarif Industries 6 mois plus tôt. Jensen obtient des informations de Barrett, un des terroristes, et poursuit ses investigations à Hengsha, en Chine. Mais quand Adam trouve l'appartement du pirate, celui-ci est en train d'être fouillé par des soldats de Bell Tower Associates, une société de sécurité privée à la solde du gouvernement chinois. Il apprend que le pirate s'appelle Harry Van Bruggen, et qu'il est en fuite, probablement protégé par les Triades, la mafia chinoise. Ça fait enquête, on retrouve Van Bruggen qui nous avoue sans sourciller avoir mené l'attaque contre Sarif, et en profite même pour nous donner le nom de la personne qui l'a engagé, la présidente de la société Taeyong Medical, Zhao Yunru, qui a engagé des mercenaires et fomenté des attaques contre ses concurrents
concurrents afin d'obtenir le monopole du marché des augmentations. Pour le prouver, Jensen doit s'infiltrer dans la tour de Taeyong Medical et fait enquête. Il récupère dans la tour un document vidéo prouvant le lien entre Zhao Yunru et les mercenaires. À sa grande surprise, il y apprend également que les employés de Sarif Industries ne sont pas morts 6 mois plus tôt. L'attaque terroriste ne servait qu'à maquiller leur enlèvement. Cette vidéo implique également Elisa Kassan, la journaliste qu'on voit sur toutes les télés. Jensen part lui rendre une petite visite dans les bureaux de la chaîne Picus à Montréal. Kassan voulait tout raconter à Jensen, mais une mercenaire anti-augmentation cherche à la faire taire. Jensen l'élimine et Kassan se confie. Elle avoue n'être en réalité qu'une intelligence artificielle, que David Sarif en sait plus qu'il ne le dit, et que Jensen n'a pas fini d'entendre parler des terroristes anti-augmentation. Jensen retourne à Détroit, où des émeutes ont éclaté entre simples humains et augmentés, pour parler à Sarif. Celui-ci reconnaît que les scientifiques ont été enlevés à cause de leurs recherches par les Illuminati. Carrément. Ouais. Il demande à Jensen de ramener ses scientifiques en lui fournissant un pass pour une réunion du Front pour l'Humanité. Jensen y retrouve Isaiah Sandoval, l'assistant de Bill Taggart, un virulent opposant aux augmentations à la tête du Front pour l'Humanité. Sandoval reconnaît qu'il essayait de désactiver les puces de détection des scientifiques, mais clame que Bill Taggart n'a rien à voir avec tout ça. Jensen retrouve la trace du signal d'un des scientifiques qui le conduit de nouveau en Chine. Il est pris dans une embuscade tendue par Bell Tower Associates et s'enfuit de Hengsha. En pistant le signal du scientifique, il se retrouve chez un gang de recycleurs, des sortes de trafiquants d'organes du futur, ce qui prouve qu'au moins un scientifique est mort. Le chef des recycleurs confirme l'implication de Bell Tower et envoie Jensen vers un port servant au trafic humain. Il s'infiltre dans un bateau de Bell Tower et arrive quelques jours plus tard dans un complexe de Singapour. Il retrouve les scientifiques de Sarif ainsi que sa copine morte du début qui en fait est pas morte. Et Jensen est pas content parce que non seulement elle a utilisé son ADN pour ses travaux, mais en plus elle travaille de son plein gré pour les méchants. Les scientifiques, eux, étaient forcés à développer une biopuce ayant la capacité d'empêcher les gens d'utiliser leurs augmentations. Mais le propriétaire du complexe, Hugh Darrow, qui par ailleurs est membre des Illuminati, se sert de la puce pour que les personnes augmentées perdent le contrôle d'elles-mêmes et sombrent dans la folie. Ça a au moins le mérite de nous permettre de voir Manuel Valls se prendre une grosse rouste. Pendant que les scientifiques s'échappent, Jensen se rend à Penchaya pour retrouver Darrow, qui en fait complote en secret contre les Illuminati. Il complote en secret contre des gens qui complotent en secret. Son but est de forcer les Illuminati à se montrer et prévenir le monde des dangers des augmentations. Jensen se rend au cœur du complexe et se retrouve face au projet Iron, un super ordinateur basé sur la technologie des augmentations. Zhao est aussi de la partie et elle tente de le pirater en s'y connectant pour le mettre au service des Illuminati. Jensen tue Zhao en détruisant l'ordinateur et se rend au centre de contrôle où 4 options s'offrent à lui. Soit il respecte le souhait de Darrow et révèle la vérité sur le complot afin de s'assurer que la technologie d'augmentation soit interdite pour de bon. Soit il suit les conseils de Sarif et rejette la responsabilité sur le front de l'humanité afin de garantir de nouvelles expériences avec la technologie d'augmentation. Soit il suit les conseils de Taggart et dénonce la drogue anti-rejet d'augmentation de mauvaise qualité, ce qui forcera ainsi à réglementer strictement l'implant des augmentations. Soit il choisit de détruire tout Panchaya en se sacrifiant et de laisser le monde sans réponse sur ce qui s'est passé, afin que l'humanité décide d'elle-même de ce qu'elle fera du problème des augmentations. Mais on se doute bien que Jensen ne choisit pas cette dernière solution, étant donné qu'on le retrouve dans la suite, Deus Ex Mankind Divided. On vit la quasi-totalité des événements de Deus Ex au travers des yeux du personnage principal. La vue à la première personne, qu'elle soit avec ou sans arme à la main, est souvent facilement utilisée par les game designers qui ne pensent le jeu vidéo que comme du cinéma interactif, alors qu'elle est extrêmement rare au cinéma, de même que pour le plan séquence qu'implique le jeu vidéo puisque l'action y est continue. Dans le jeu vidéo, la vue à la première personne permet l'embodiment, c'est-à-dire le fait de donner l'illusion d'habiter un corps dont on a le contrôle, ce qui est loin d'être évident à faire mais nous y reviendrons. Alors qu'au cinéma, elle empêche la compréhension du personnage et de ressentir de l'empathie pour lui. Dans le jeu vidéo également, la vue à la première personne peut servir à donner au joueur le sentiment d'être plongé au cœur de l'action, et ce, en temps réel. Alors qu'au cinéma, elle l'empêche de comprendre l'action dans son ensemble. La première personne n'est pas le mode de vue par défaut au cinéma, bien au contraire. C'est souvent utilisé pour donner au spectateur des informations sur une anomalie. Que la vision du personnage est altérée, drogue, alcool, assommé, intoxiqué, etc. Que le personnage est fou, la vue à la première personne exprime un détachement vis-à-vis du monde qui l'entoure. Que le personnage est un chasseur prêt à fondre sur sa proie et possède des informations que sa cible ignore, comme dans Terminator, Spellbound d'Alfred Hitchcock, ou encore tous ces films où on voit au travers d'une lunette de fusil de sniper. Bref, c'est tout le contraire du jeu vidéo, où la première personne accroît le sentiment d'identification. Au cinéma, à l'inverse, elle sert à souligner un vertige, une séparation du reste du monde, une désincarnation ou une perte des repères. On attend du cinéma qu'il définisse ces personnages, alors que dans le jeu vidéo, on s'identifie au héros que l'on contrôle, on l'investit de l'intérieur. Et cet investissement ne se fait pas naturellement, les premiers essais étaient laborieux, parce qu'il suffit pas de créer un œil mobile pour que marche l'incarnation. Il faut aussi évoquer, donner l'illusion du corps qui l'accompagne, celui que l'on dirige aujourd'hui à la manette, pour provoquer l'embodiment que j'évoquais tout à l'heure. Sauf que la vision humaine n'est pas une vue de FPS, notre cerveau reconstitue notre sentiment de l'espace à coup de micro-regards dans toutes les directions.
La vue est fixe, mais l'œil est toujours en mouvement. Le dispositif artificiel de la vue à la première personne altère notre vision et nous offre le monde au travers d'une ridicule fenêtre. Ce qui fait qu'il faut beaucoup d'artifices, et donc beaucoup de travail de la part des développeurs pour recréer avec la vue à la première personne quelque chose de l'ordre de la vision réelle. Mirror's Edge fait figure d'exemple sur ce point, nous donnant à voir le reste du corps de notre avatar et faisant de son mieux pour nous faire ressentir les déplacements. Dans le cas de Deus Ex, je serais plus réservé. La caméra se déplace de façon trop fluide pour donner vraiment l'illusion d'être à la place du personnage. Mais il y a des bonnes idées, comme par exemple que l'affichage des informations à l'écran soit justifié par le fait que le héros soit un humain augmenté. C'est comme si ces informations se trouvaient vraiment devant ses yeux bioniques. Sauf que parfois, dans les phases d'infiltration, le jeu passe en vue à la troisième personne, et que les infos restent affichées. Du coup, ça casse le quatrième mur, et on est renvoyé à notre position de joueur de jeux vidéo, alors qu'il aurait peut-être juste fallu que ces informations disparaissent le temps de ces phases pour que l'illusion soit conservée. C'est dommage parce que passer momentanément en vue à la troisième personne est ici une bonne idée en termes de jeu. Le problème de la vue subjective, c'est qu'elle ne permet pas de rendre compte de ce qui entoure le personnage, de son environnement proche. Elle ne permet pas d'avoir conscience du corps même du personnage dans l'espace, ni de sa hitbox, pour parler du point de vue du gameplay. On observe le même genre de limite dans les jeux de course où la vue cockpit augmente peut-être les sensations de vitesse, mais empêche d'appréhender la physique du véhicule et de ne pas se ramasser dans les virages. C'est pourquoi les créateurs de Trackmania ont opté pour un compromis comparable à celui de Deus Ex, passer en vue à la première personne seulement dans les cas où c'est pertinent. Le cinéma produit de l'empathie pour les personnages, et à moins d'emprunter les codes de celui-ci, le jeu vidéo échoue à faire de même, malgré une immersion a priori plus évidente. Et c'est un paradoxe. Comment se fait-il qu'on ressente moins facilement de l'empathie pour un personnage que l'on dirige, que l'on joue, que pour un personnage qu'un réalisateur nous donne simplement à regarder? Le problème est que le jeu vidéo ne nous donne pas tant à contrôler des personnages que des avatars, des marionnettes numériques. Un bon exemple pour illustrer ça me paraît être Fallout 4. Alors mesdames, messieurs, attention car aujourd'hui on va vous spoiler l'intro de Fallout 4. Dans ce jeu, on commence par se créer un avatar, puis l'histoire commence de façon assez abrupte. On découvre que notre avatar vit dans un petit pavillon américain avec sa famille, et puis il y a une explosion nucléaire au loin, alors on est conduit dans un abri où on est cryogénisé. Mais quelqu'un arrive et tue le ou la partenaire de notre avatar avant d'en kidnapper le bébé. Puis on est décongelé bien plus tard et on se retrouve aéré dans un monde post-apocalyptique. Et là, normalement, on est censé aller retrouver l'assassin de notre chère et tante pour se venger et retrouver notre enfant. Sauf que moi, en jouant, j'en avais rien à foutre. J'ai préféré passer du temps à aider des inconnus, construire des abris et flâner. Ah oui, mais c'est-à-dire que moi, je les connais pas, ces mecs qui sont morts ou disparus. On n'a même pas pris le temps de me montrer leurs relations. Tout ce que j'ai pu faire, c'est déplacer une caméra qui prenait la place d'un des protagonistes. Donc, quand un des personnages meurt, je suis tout simplement pas affecté. En définitive, lorsqu'un jeu crée de l'identification, par la vue à la première personne notamment, cette identification n'est pas du même type que celle qui a lieu au cinéma, ou au théâtre, ou toute autre forme d'art impliquant des personnages. L'identification dont on parle le plus souvent lorsqu'il s'agit de jeux vidéo est celle de l'immersion grâce à l'avatar. Le jeu vidéo, loin d'être du cinéma immersif, un cinéma auquel on aurait ajouté l'interactivité, est en fait bâti sur de toute autre fondation en matière d'image. Et c'est pour ça que la scène en vue subjective de Doom est insupportable. Au cinéma, elle nous cloue sur place, alors qu'en jeu, elle pousse à l'action, à bouger pour recréer l'espace environnant l'avatar que l'on incarne. C'est également pour cela qu'un film comme Hardcore Henry est totalement con, puisqu'en filmant tout à la première personne avec une GoPro qui déforme toutes les perspectives, on comprend plus rien à l'action, et on s'en est jamais senti aussi détaché. Même si le film essaie de nous faire croire en permanence que c'est cool parce que c'est prétendument comme dans un jeu vidéo, on trouve des items, on débloque un nouveau lieu sur la map, on ramasse un plus gros flingue. Sauf que ces références constantes au poncif des mauvais FPS ne font qu'augmenter la frustration de ne pas avoir de manette en main, et montrent à quel point cette expérience n'a rien à voir avec du jeu vidéo, en dehors des représentations que peut s'en faire le producteur, qui manifestement ne voit les joueurs que comme des décérébrés qui tirent partout. On finit par se moquer totalement de tout ce qui peut bien arriver à ces clichés ambulants, à commencer par ce mauvais héros, muet, ce qui marche dans les Zelda ou les Final Fantasy pour créer de l'identification, parce qu'on imagine la voix qu'on veut, la nôtre ou une autre. Sauf que lui, ça marche pas. Mais parce qu'on le voit pas, le mec. Le cinéma appelle au regard, le jeu vidéo appelle au mouvement. Et c'est là que c'est malin de faire un jeu d'infiltration en vue à la première personne. Pas tellement du point de vue du scénario, mais du gameplay. Parce que la contrainte de voir le monde au travers de cette ridicule fenêtre nous impose de nous déplacer pour appréhender, recréer et comprendre l'espace entourant notre avatar. Et le jeu nous amène subtilement à croire que l'on veut le faire en posant des objectifs intermédiaires. Trouver le bon chemin pour contourner les ennemis, trouver un conduit d'aération, une caisse derrière laquelle se cacher, tout ça afin d'établir le parcours qui nous convient le mieux et qui correspond à la façon qu'on a de jouer, qui peut être plus ou moins agressive ou plus ou moins furtive. Et mine de rien, c'est déjà pas mal balèze de réussir à rendre compte d'un espace au travers d'un écran. Ouais, c'est clair. Oui, non, toi non plus, Non, tu sais pas qui... Oui, d'accord. C'est ça.